Ça va toujours le DevFest? Oui, pas d'énergie, allez, un peu plus, allez. Est-ce que ça va toujours? Ah, c'est bien mieux, c'est bien mieux. Bon, vous savez, aujourd'hui, pendant ces 2 jours, on va célébrer nos plus grandes peurs. Et donc, aujourd'hui, on va accueillir un nouveau speaker qui va venir nous parler, non pas de peur, parce que ses passions, c'est le clavier mécanique et la musique, mais aujourd'hui, il a décidé de passer de quelque chose qui fait plus peur, un sujet un peu plus léger qui est la guerre. Oui, la guerre, oui, ça fait rire, ça fait pleurer, on ne sait pas trop, mais pas n'importe quelle guerre. Est-ce qu'il y a des gens qui sont assez vieux pour avoir connu la guerre des frameworks JavaScript? Oh, c'est un petit ouais, ça, je vois rien, je vous le dis, donc ouais, c'est mieux, ouais, super. Et donc, qui de mieux que pour cette guerre des frameworks JavaScript que on pensait que c'était terminé. Et non, une nouvelle guerre a approché, c'est la guerre des méta-frameworks. Aujourd'hui, on va nous parler d'Analog.js. Veuillez applaudir très très fort notre prochain speaker. Bonjour à toutes et à toutes. Je vais vous parler d'Analog.js aujourd'hui. Mais avant tout, chose importante, moi, je m'appelle Benjamin Legrand. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom d'utilisateur Benji Leniard. Je suis tech lead chez OnePoint. J'espère que vous êtes passé voir notre stand. Super stand. Et je suis expert surtout sur la partie les langages et les technos Angular et TypeScript et Node.js. En vrai, plus important que moi, c'est Brandon Roberts, qui est le créateur d'Analog.js, que moi je connaissais, je le suivais sur Twitter parce qu'il est contributeur à NGRX, et Google Developer Expert en Angular. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Déjà, on va définir un peu quelques termes. Qu'est-ce que c'est qu'un meta-framework? Puis qu'est-ce que ça nous permet? Et je vais rajouter d'autres définitions. Je vais vous parler des fonctionnalités de base d'Analog.js, de ses concepts, de comment est-ce que Analog arrive à faire ce qu'il arrive à faire, et aussi avec quoi ce meta-framework peut s'intégrer, et la partie serveur et comment on déploie cette solution. Donc un méta-framework, qu'est-ce que c'est? Demandez pas à ChatGPT, de toute façon il est décédé. Donc méta déjà, c'est pas eux. Admirez mes compétences en Photoshop. Une définition de méta provient du grec, après, au-delà, exprime le... je suis déjà fatigué. Au-delà, ok. Si on continue un peu la définition, souvent utilisée dans le vocabulaire scientifique pour indiquer l'autoréférence ou pour désigner un niveau d'abstraction supérieur. Ça, on connaît ça, les niveaux d'abstraction dans l'informatique. Donc bon, un méta-framework, niveau d'abstraction supérieur à un framework. Ok, c'est noté. Si vous voulez continuer à entendre parler de méta, je vous conseille la conférence suivante en salle Tour-Bretagne de mon ancien collègue Stéphane Trebel qui va vous parler des métalois. C'est tellement méta, quoi. Bref, un framework, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce qu'il n'y a même pas dans la définition la notion de cadre de travail, qui est pourtant littéralement le terme. Où est-ce que je vais avec ça? Bon, méta-framework, c'est un niveau d'abstraction par-dessus un ensemble de composants logiciels qui constituent notre framework. Ok, super. Donc Analog.js, un méta-framework pour Angular, ça veut dire qu'il va se mettre par-dessus Angular en lui rajoutant des fonctionnalités. Nous, dans notre cas, ça veut dire quoi? Parce que pour faire du web, pour faire des applications et des sites web, il y a d'autres méta-frameworks qui existent déjà dans l'écosystème JavaScript et web. Globalement, comment ça fonctionne? On va prendre un framework client. Oui, j'ai mis React dans les frameworks. Oui, m'en voulez pas, c'est pour la démo. On prend toutes ces solutions qui, à la base, font quand même c'est des SPA, des frameworks pour faire des single page applications, et en simplifiant. Et on leur rajoute une composante supplémentaire. Pour Angular, du coup, ça va être Analog. Pour React, il y a plusieurs solutions. Vous avez sûrement entendu parler de Next.js ou de Remix. Pour Vue, on a Nuxt.
Pour Svelte, on a SvelteKit, etc., etc. Et donc tout ça, ça nous ajoute quoi comme fonctionnalité à mes frameworks front de base? Souvent, ça va rajouter une composante côté serveur. Donc on va avoir accès facilité aux requêtes et aux réponses HTTP. On va avoir une notion de routage universel. Donc le routage, c'est côté front réagir à votre URL, à ce qu'il y a dans votre barre d'adresse, et dire OK, en fonction de ce qu'il y a dans cette fameuse URL, j'affiche tel ou tel composant. Ce principe-là, il doit fonctionner à la fois dans votre browser, dans votre navigateur, et côté serveur, quand on envoie une requête avec un chemin à un site web. Ça va aussi nous rajouter quelques goodies, quelques trucs sympas, du genre le routage à base d'arborescence de fichiers. On va en parler. Ça va nous rajouter, du coup, vu qu'on a accès aux requêtes et aux réponses HTTP un peu bas niveau, on a la possibilité de faire du développement serveur, des API, et donc des routes d'API. Et voyons un peu... ça, c'est des tracteurs, c'est critique. Il y a quelques avantages et inconvénients. The good parts, les bonnes parties, un truc vachement intéressant, comme avec toutes les solutions modernes qui font du SSR, c'est qu'on va avoir le même code entre votre serveur et votre client, les mêmes composants réutilisés. Si vous avez travaillé sur des projets où il y avait, je ne sais pas, un moteur de template genre Java Server Page ou Twig en PHP, et puis que vous aviez un autre moteur de template en JavaScript côté client, bon, vous connaissez un peu la douleur. Ça continue de fonctionner à la fois avec des navigations full page, on va dire MPA, et aussi, une fois côté client, vous avez des navigations internes à la page où vous n'avez pas besoin de tout recharger. Donc on a le bénéfice du CSR et du SSR, du client-side rendering et du server-side rendering. Et donc ça nous permet de faire des full stack apps, pardon, pour la typo. Une des premières critiques que j'ai vu passer moi sur ces trucs-là, c'est souvent le routage à base de fichiers. On se retrouve avec des fichiers page.tsx partout. Donc c'est surtout une critique qui est faite à Next.js dans les versions précédentes et qui est plus trop d'actualité. Donc passons. En parlant de MetaFramework et de tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'Angular a vraiment besoin d'un MetaFramework? Parce qu'est-ce qu'Angular ne serait-il pas déjà un MetaFramework? Donc ça, c'est une présentation qui était à la Google Connect de cette Google I.O. là, de cette année. Et vous avez en comparatif à l'horizontale, on compare Angular, Astro, Next.js, Remix, Next, Solid Start, SvelteKit. Et à la verticale, vous avez des fonctionnalités donc, basées sur des composants, DOM virtuel ou incrémental, support du SSR, support du SSG, j'en ai pas encore parlé, mais la génération de sites statiques. Angular, dans toute cette liste, serait le seul à ne pas avoir de routage à base de fichiers. Support de TypeScript, réactivité, j'en passe, partial hydration, composants, images, etc. Mais moi, ce slide, je l'ai vu passer récemment, je me suis dit, en fait, oui, Angular fournit déjà des solutions pour faire du SSR, pour faire du SSG, et c'est déjà un peu un méta-framework, mais il n'y a pas vraiment d'opinion Angular sur l'hébergement de votre solution en server-side rendering ou CSR. Vous êtes un peu laissé à l'abandon là-dessus, livré à vous-même, on va dire. Et le rendu serveur est encore, pour l'instant, c'est encore un peu douloureux, même si ça s'améliore de plus en plus. Bon, du coup, la question, j'ai pas vraiment de réponse. J'ai envie de dire peut-être que oui, il y a besoin d'un MetaFramework, peut-être que non. Ce sera à vous de vous faire votre avis avec ce que je vais vous présenter. Analog.js, donc il nous rajoute ces features que j'ai évoquées là. Et ça va surtout nous faciliter l'expérience de développement et tout ce qui est SSR, SSG. Ça fait beaucoup de sigles. On aime beaucoup les sigles dans notre industrie, donc je vais remettre un peu à plat ces sigles
Pour commencer par SPA, c'est quoi une Single Page Application? Généralement, vous allez interroger votre serveur, vous récupérez une page où il n'y a rien dedans, c'est une page index HTML où dans votre body, il n'y a rien, le rendu n'est pas fait côté serveur, il est fait côté client. Du coup, vous avez souvent des temps de chargement parce qu'il faut charger le JavaScript, les CSS, les ressources qui vont récupérer les choses. Donc là, sur un petit schéma, un petit diagramme de séquence où j'ai mon client à gauche, mon serveur à droite, je demande une page, je récupère une page HTML avec rien dans le body, juste des références vers du JS, du CSS. Du coup, le navigateur, il fait d'abord le travail de lire ma page vide. On attend que tous les JavaScript soient chargés. On refait du travail pour parser le JavaScript, faire le rendu de page. Et enfin, on est prêt. Quand on parle de SSR, Server-Side Rendering, là, on va demander au serveur de faire le rendu de la page, donc de faire ce qui était dans nos applications SPA fait côté client. C'est notre serveur qui fait le travail, souvent d'aller faire des requêtes pour récupérer des données, mais il nous renvoie une page avec du contenu déjà présent. Donc, en théorie, votre site, il est déjà utilisable avant, ou au moins consultable, avant que le JavaScript, le CSS, soit chargé. Historiquement, on a toujours fait ça quand on a fait des sites web. Depuis le début, c'est le serveur qui nous rend du HTML et ça marche plutôt bien. Maintenant, il y a une troisième solution que j'ai évoquée rapidement, la génération de sites statiques. Là, c'est plus votre serveur qui fait le travail, c'est quand vous allez déployer votre solution, c'est votre pipeline de CI/CD ou vos scripts bash de déploiement, appelez ça comme vous voulez, c'est à cette étape-là, c'est pendant le déploiement qu'on va générer toutes nos pages de toutes nos URL, qu'on va les mettre sur un serveur qui, du coup, peut être stupide, on va dire, on va dire statique, voilà, c'est le mot, à l'opposition par dynamique. Donc un serveur statique du genre Nginx, Apache, HTTPD, etc. Et du coup, AnalogJS nous permet de faire tout ça et bien d'autres choses. Je vais passer aux fonctionnalités et aux concepts après un coup de flotte. Hydratez-vous, comme dirait l'autre. Donc la première que j'ai évoquée, c'est le routage à base de fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mettre en place des composants par convention dans ce répertoire page, elles vont être interprétées par Analog comme des composants routés. Et Analog va prendre votre arborescence de répertoire et de fichiers pour générer des URL. Donc, ce que j'avais précédemment, en fait, ça va me donner ces URL disponibles ainsi. Il y a une petite convention, du coup, pour permettre à la fois de passer des routes paramétrées ou de faire des choses un peu avancées. La première, c'est que si je mets des crochets autour du nom de ma page, ça veut dire que je vais vouloir récupérer un paramètre, un passe-param, du coup, un paramètre de chemin. Ensuite, vous pouvez, dans ce composant de page, récupérer dans un input. Maintenant, les composants peuvent récupérer directement les query param passe-param de vos routes. Et donc ça, c'est les passe-param. Autre solution qui, du coup, invalide la critique du fait d'avoir que des composants nommés page.ts, vous pouvez faire des pages sans chemin. Donc ici, j'ai trois manières de dire, en fait, mon composant passe.page.ts, son chemin, ça va être passe. Pareil, si je fais un index.page.ts, au final, c'est le nom le répertoire parent qui va se retrouver à être l'URL. Mettre entre parenthèses, du coup, le nom de ce chemin, ça va vous permettre de faire la même chose que les deux au-dessus, mais du coup d'avoir des composants qui sont nommés. Et ça va aussi vous permettre de faire des composants parents. Typiquement, dans mon exemple ici, j'ai à la racine, j'ai entre parenthèses layout, et lui, ça va être un composant qui va avoir un router outlet dans son template,
et qui va afficher du coup ses enfants, donc toutes les parties product ou les parties checkout. Ici, dans mon exemple, j'ai aussi la page liste de product qui va se retrouver avec /products. Comment vous auriez ce type de routage avec Angular? De base, vous auriez dû mettre en place cet arbre de route à la main en déclarant vos chemins, vos composants. Analog, il va recréer ça en interne à partir de votre arborescence de fichiers. Qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce qui est particulier dans nos types de composants? Ce qu'il faut noter, c'est que vu que on ne déclare plus dans un fichier de route quel composant correspond à quoi, votre composant de page, votre fichier de page, il doit faire un export défaut. Alors ça vient avec ces critiques aussi, ça, mais au final, c'est le seul de ce fichier-là. C'est vraiment, vous savez que quand vous avez par convention un fichier de page, il exporte son composant de base. Ça permet à Analog de ne pas avoir à le référencer. En fait, il importe juste ce qui est exporté par défaut. Et puis voilà. On va se dire après, bah ouais, mais dans un routeur, on n'avait pas que ça. Sur le routeur Angular, on peut déclarer plein d'autres choses. Comment on fait avec Analog? On va pouvoir exporter également une variable méta qui va contenir toutes les métadonnées de la route. C'est encore méta. Tout ce qui est guards, voilà, can activate, can match, tout ce qui est resolver, provider, vous allez pouvoir exporter cet objet à côté de votre composant de page et Analog va le récupérer pour reconstruire un arbre de route tel qu'on l'écrit habituellement en Angular. Souvent, la critique qui est faite avec ça, je pré-shot. Pour moi, un truc qui est important, c'est qu'une adresse URL, historiquement, c'est déjà une arborescence de fichiers, en fait. Donc, pourquoi avoir des URL qui ne correspondent pas à l'arborescence de fichiers? Organiser ces composants par URL, ça a l'avantage d'avoir une seule source de vérité. Vous n'allez pas avoir un home page qui va être déclaré sur une URL, je ne sais pas, about. Il faut que voilà, votre composant home, il est dans un répertoire home, sa route c'est home, quoi. Et ça ne veut pas dire, donc ça aussi c'est une autre critique qui est faite avec ce truc-là, pour moi ça concerne que les composants vraiment routés, les composants de page, ça ne veut pas dire que tous vos composants sont dans ces répertoires de page ou que vous devez faire un seul composant avec tout ce qu'il y a dans votre page. Vous pouvez vous organiser en features, faites du domain-driven design, appelez ça comme vous voulez. Bref. Passons à la deuxième grosse. Donc ça, c'est la première grosse fonctionnalité d'Analog, c'est ça. La deuxième, ça va être le fait de pouvoir faire du markdown en tant que content route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des composants de page, mais à l'intérieur, vous pouvez faire votre contenu en Markdown, qui est une manière d'écrire plus simplement du HTML, et Analog va les convertir automatiquement en contenu HTML. Donc, pas besoin de base de données. Pour des solutions où vous maîtrisez votre contenu et où c'est les devs qui poussent vraiment le contenu qui n'est pas contribuable, voilà, c'est vachement bien. Comment on fait ça? C'est que dans votre Markdown, surtout, vous allez pouvoir utiliser du front matter. Donc, front matter, c'est une techno qui nous vient du Ruby, mais pour simplifier, ça vous permet d'annoter vos fichiers Markdown et de mettre du YAML. Donc là, entre mes trois petits tirets, en haut et en bas, ça délimite mon front matter, et dedans, je peux mettre des métadonnées sur mon Markdown. Donc ici, j'ai le slug qui va correspondre à la partie de l'URL de mon post. J'ai le titre du post qui pourra être affiché à l'extérieur. Et là, en exemple, j'ai une image de couverture. Comment c'est utilisé, ça, ce Markdown derrière? Vous allez mettre en place votre composant de page qui va avoir besoin de contenu comme ça. Donc là, vous pouvez retrouver, en fait, je dis, c'est un composant de page qui a un paramètre de chemin slug.
Je vais pouvoir typer là, tout ce que j'ai décrit dans mon front matter en YAML. Là, ici, je mets juste une interface pour dire, bah voilà, j'attends ça. On est en TypeScript, donc autant en profiter. Et derrière, je vais demander à Analog, injectContent, c'est une méthode qui vient d'Analog, je vais lui dire, bah, donne-moi le contenu Markdown qui correspond à ce paramètre slug. Et du coup, à l'intérieur, je peux accéder. Alors, à noter que injectContent va vous donner un observable. Et je peux accéder à ce que j'avais défini dans mon front matter dans un objet attribute. Et pour que Analog fasse la conversion, on utilise un composant Analog Markdown qui va prendre l'attribut content de ce que j'ai récupéré avec injectContent et me générer du HTML. Donc ça, c'est vachement bien pour voilà, faire le contenu de votre site en Markdown. Analog le permet assez simplement. Dans votre Markdown, vous pouvez mettre des bouts de code avec des backticks, etc. Un truc moi qui m'a fait adopter Analog très rapidement, c'est le support de Mermed. Mermed, c'est une extension du coup qui vous permet, donc c'est une librairie JavaScript qui s'exécute dans votre navigateur et qui vous permet de faire des diagrammes. Mais absolument tous les types de diagrammes. Donc il y a un support, vous mettez ça dans votre configuration Angular en disant bah, fournis-moi un renderer Markdown. Et dès que vous allez avoir 3 backticks Mermed dans votre Markdown, ça va être les loadés par Analog. Ce qui est vachement bien, c'est que si vous avez une page où il n'y en a pas, bah, ça ne va pas être chargé. C'est le principe du lazy loading. Petit aparté, parce que j'aime beaucoup cette librairie, ça vous permet vraiment de faire plein de diagrammes différents, notamment des diagrammes de flux, des diagrammes de séquences. Donc c'est une syntaxe à chaque fois, ça vous permet de faire du diagramme as code, quoi. Il y en a d'autres, il y a des diagrammes de classe et encore d'autres, donc des diagrammes d'état, du Gantt, des guides comic graph, etc. Je ne vais pas tous les lire. Mais bon. Pour en revenir à Analog, donc ça c'était la deuxième grosse feature dont je voulais vous parler. Une autre feature intéressante, c'est cette histoire de faire à la fois du rendu serveur dynamique et du pré-rendu de la génération de sites statiques en même temps. Analog peut faire les deux, donc dans votre configuration de build, vous allez pouvoir dire bah, voilà les routes pour lesquelles je veux que tu fasses du pré-rendu. Donc quand vous allez builder votre application, Analog va vous générer des pages complètes pour ces pages-là, des pages index HTML avec toute l'arborescence. Et donc c'est ça qui vous permet de faire du SSG du coup, et que ça soit votre pipeline qui génère tout votre site. Il y a encore d'autres features d'Analog.js, notamment pour tout ce qui est intégration dans le Markdown, vous pouvez faire de la coloration syntaxique de code. Avec Prism.js, il y a une autre librairie aussi qui est disponible, mais j'ai oublié le nom. Ça va automatiquement, en fonction de vos URL, vous allez pouvoir générer un sitemap XML. On est dans une solution qui est compatible avec Angular, du coup, il y a des schématics, il y a des utilitaires pour générer des pages, pour voilà, générer des composants de type page, tout est prévu. Il y a d'autres features supplémentaires que je ne vais pas aborder parce que je ne les ai pas testées beaucoup du tout, voire pas du tout. La génération d'images Open Graph, donc ça c'est pour les partages sur les réseaux sociaux pour avoir une petite vignette d'aperçu. Pareil, c'est natif, il y a une fonctionnalité d'Analog qui vous permet de faire ça. Et dernière nouveauté qui est arrivée assez récemment, c'est pareil, je n'ai pas trop testé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais en gros, ça vous permet de simplifier la manière de faire de la récupération de données. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, avec cette nouvelle feature, de mettre en place des routes d'API avec un client, etc. Par convention, vous mettez un fichier .serveur.ts et vous pouvez l'importer un peu dans votre composant et ça va vous faire de la récupération de données au runtime comme vous le voulez.
Bref, les features de base, le routage à base d'arborescence de fichiers, contenu à partir de fichiers Markdown, support de Mermed et SSR et SSG hybride. Comment est-ce qu'Analog fait tout ça? Le secret, c'est pas vraiment un secret, mais le secret, c'est Vite. Vite, c'est un bundler nouvelle génération qui vient du monde vu, mais qui est utilisable un peu partout et en fait qui a été adopté un peu par tout le monde quand même. Qu'est-ce qui est particulier avec Vite? C'est que ça utilise Rollup principalement pour faire de l'assemblage. Donc c'est Vite qui va charger d'assembler vos CSS, vos HTML, vos ressources statiques pour faire des pages et pour les découper et les optimiser un maximum. C'est devenu un peu le défaut, j'ai envie de dire. Alors je balance ça sans source, mais ça a remplacé Create React App, si j'ai bien suivi. Et quand vous créez une nouvelle application avec Vite, vous avez tous ces presets qui vous permettent d'utiliser le framework, la librairie que vous voulez. Tous ces presets sont des plugins pour Vite. Et en fait, tout est un peu devenu un plugin pour Vite. En soi, Vite, c'est quoi? Pourquoi c'est bien? Ça couple deux choses, principalement un bundler, donc un assembleur, mais qui est basé sur ECMAScript Module, donc les ESM. Je ne vais pas vous faire un topo sur ESM versus CommonJS, qui est l'autre manière de faire des modules un peu historiques. Et puis, bon, si vous avez un peu d'expérience là-dedans, vous savez que c'est compliqué, pour pas dire infernal, de faire fonctionner les deux en même temps. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un serveur de développement embarqué qui fait du hot module reloading, donc qui va vous permettre, à chaud, vous démarrez ce serveur. Si vous changez votre composant, ça va aller recharger à chaud un composant. Et c'est ça qu'on aime quand on fait du dev, on veut du feedback rapide pour ne pas avoir à tout relancer. Bref. Pourquoi c'est rapide? Parce que si on prend les bundlers historiques qu'on avait avant Vite et avant d'autres, bon, Webpack pour ne pas le citer, ce qu'il faisait, c'est que votre application, vous chargiez un entry point, et puis votre bundler, il allait charger toutes les routes, puis tous les imports, puis tous les requires, etc., qu'il y a dans votre code, pour les lire, avoir connaissance d'eux, faire un gros bundle, et puis à la fin, votre serveur de développement démarrait. Donc c'est bien pour les petites applications. Quand vous commencez à avoir des applications avec énormément de pages, énormément de routes, vous attendiez 1 minute, 2 minutes que votre serveur démarre. Webpack, etc., c'était encore jusqu'à récemment ce qui était utilisé par Angular pour lancer le mode ngserve. Angular est en train de passer lui aussi sur Vite. Comment c'est mieux maintenant avec Vite et avec de l'ESM? C'est qu'en vrai, Vite, il va démarrer son serveur de développement et puis il ne va pas builder tout de suite. Il va attendre qu'il y ait une requête qui soit faite à une page, par exemple, et du coup, ça va importer dynamiquement ensuite chaque route qui vont être lazy loadées, ce qui fait que dans votre mode live reload, en tout cas, le mode build, il va tout builder, hein, pas de souci. Mais dans votre mode HMR, rechargement à chaud, vous avez juste ce que vous interrogez qui va être buildé. Pas besoin de tout recompiler à chaque changement, ça va juste être le composant qu'il nous faut. Du coup, comment fait Analog pour faire tout ce que je vous ai présenté comme feature? C'est un plugin Vite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Vite qui va s'occuper du build, plus uniquement Angular Webpack, et Analog va se brancher à tout cet assemblage de bundles, et il va utiliser Angular pour générer quand même du code Angular. Ça reste fortement lié. Mais Angular est plus le bundler, c'est Vite et Analog qui vont utiliser Angular en tant que compilateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Analog peut faire un peu ce qu'il veut en amont, notamment du routage à base d'arborescence de fichiers et aussi proposer des syntaxes d'autoring de composants qu'on va voir plus tard.
Comment ça s'articule quand vous générez, alors avec les schématiques, vous pouvez générer une nouvelle application analogue. C'est une application Angular dans laquelle vous allez avoir une config pour Vite. Et donc là, on voit l'import d'analogue, du coup, depuis la librairie principale, et c'est un plugin Vite. Dans votre configuration angular.json, vous allez appeler aussi des outils, des cibles, des builders, qui viennent d'Analog et qui vont vous permettre d'utiliser vos commandes ngbuild, ngserve et ngtest. Donc build, vous allez tout builder. Serve, ça va vous lancer le serveur en mode live reload. Et test, ça va lancer vos tests avec Vitest. Vitest, c'est quoi? C'est un framework, c'est un test runner. Pour simplifier, on va dire que c'est une alternative à Jest ou Jasmine et Karma. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il utilise Vite en dessous, il utilise votre même configuration de build. Vous n'avez pas une configuration séparée pour le build et les tests, et ça simplifie énormément les choses. C'est aussi beaucoup plus rapide, et vu que si vous êtes déjà en ESM partout, je vous recommande vraiment de passer sur Vitest. Avantage, Analog fournit le builder. Vous pouvez utiliser Vitest grâce à Analog sur un projet Angular sans migrer tout sur Analog. D'autres intégrations que Analog permet, il s'intègre notamment avec NX. Donc si vous êtes dans un monorepo NX, vous pouvez faire une grosse partie de votre site en Angular, puis une petite partie avec Analog. Ça s'intègre avec Playwright, qui est un framework de test end-to-end. Avec Astro, j'en ai pas parlé, mais Analog est aussi un plugin Astro, qui est une autre solution pour faire du build de site web. Markdown, je vous en ai parlé, Mermed, Storybook, Ionic, Material, c'est pareil. Alors il y a des petites configs. Les intégrations, ça veut dire qu'il garantit que c'est testé, supporté, il y a une configuration spécifique pour s'intégrer avec ces outils-là. Maintenant que je vous ai parlé de tout ça, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la partie serveur. Parce que ce n'est pas uniquement Analog, ce qui le rend aussi intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, on fait du rendu hybride. La partie statique, génération de pages, ça va être avec Vite et Analog. La partie dynamique, du coup, ça veut dire qu'il me faut un serveur Node.js qui va tourner, qui va recevoir des requêtes. Et ça, c'est quoi? C'est Nitro qui nous fournit ça. Nitro, ils se définissent comme un toolkit, une boîte à outils de next-gen. C'est moderne, c'est récent. Alors c'est vraiment moderne dans le sens où, par exemple, ils supportent qu'à partir de Node 18, Node 20, il n'y a pas de rétrocompatibilité avec des Node 04 ou je ne sais pas quoi. Ça vient d'où? Ça vient des gens qui étaient derrière Nuxt. Donc Nuxt, le méta-framework pour Vue. Du coup, c'est un peu les mêmes contributeurs. Et en fait, c'est la solution serveur qui s'occupe du server-side rendering de Nuxt. Analog.js utilise Nitro, du coup. Nitro, en soi, donc ils disent tout le titre, mais en vrai, c'est aussi un méta-framework. Parce que ça va assembler plusieurs librairies, plutôt, notamment H3. H3, pour simplifier, on va dire que c'est une alternative moderne à Express, qui vous permet de déclarer des routes, des handlers côté back, côté serveur. Et quand vous faites du SSR avec Analog.js, c'est ce serveur-là, Nitro et H3, qui vont tourner. Il y a des petites features particulières qui sont intégrées dans H3 que je trouve assez intéressantes. Mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, Nitro, par-dessus H3, il va nous permettre de faire du routage à base d'arborescence de fichiers aussi, mais côté back. Vous avez une fonctionnalité d'auto-import, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais pour simplifier, ça fait des globals. En gros, vous n'avez pas besoin de mettre des imports dans vos définitions de route, parce que les méthodes sont disponibles automatiquement. Et plein de petits utilitaires, donc je vous ai parlé de WebSocket, mais pour faire des connexions de bases de données, c'est aussi disponible. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais c'est disponible. Comment on fait? C'est intégrer Analog
vous propose, dans votre application Analog, vous allez avoir un répertoire serveur dans lequel vous allez pouvoir déclarer vos routes. Donc un répertoire serveur dans lequel vous avez un répertoire route, et tout ça va être servi en même temps que votre front sous le préfixe /API. Du coup, si je mets en place, par exemple, dans un répertoire V1, un fichier hello.ts, cet handler-là, donc on a accès dans ces méthodes-là à tout ce qui est request response. Ici, on renvoie juste un objet JS qui va se retrouver dans la réponse. Il va être disponible quand je fais un get sur la route API/v1/hello. Je peux aller un peu plus loin, plus précisément. Si je veux mettre plusieurs verbes HTTP différents, je vais pouvoir, dans mes répertoires, utiliser le même principe de crochet pour dire, voilà, là, je vais avoir /users, mon paramètre de chemin ID, et le suffixe, ce qu'il y a à la fin du fichier, est le verbe HTTP. Du coup, .get.ts, ça me fait une méthode get qui est disponible. .post.ts, ça me fait une méthode post qui est disponible. Pour moi, ça fait sens, beaucoup. On se retrouve avec les mêmes principes d'arborescence. Je ne suis pas sûr qu'à l'échelle, vraiment, si vous avez des grosses API, ça tienne. Mais pour des petits usages, je trouve ça sympa. Surtout, Nitro, en étant la partie serveur d'Analog, il vient avec énormément d'options de déploiement. Je vous ai dit au début qu'Angular, la partie SSR, il vous dit tu fais tourner ça dans du Node.js, mais il n'y a pas vraiment d'intégration avec des hébergeurs, avec des solutions cloud modernes. Nitro, par défaut, il peut vous détecter automatiquement ces providers-là, donc ces fournisseurs, Amplify, Azure, Cloudflare, Netlify, plus d'autres que je ne connaissais pas, Vercel, bon quand même. En gros, il va détecter en fonction de votre CI et de ce qui est disponible dedans dans votre package.json, il va détecter automatiquement ce qu'il doit faire pour faire ses déploiements. Il y a énormément de presets de configuration disponibles pour tellement que ça passe plus. Si ça passe chez vous. Ça passe plus chez moi dans le slide. Donc il y a un paquet de choses disponibles avec Metro, ce qui est plutôt sympa. En bref, la partie serveur d'Analog, elle est gérée par Nitro. Vous avez le même principe d'arborescence de fichiers pour faire des routes d'API cette fois-ci. Vous pouvez déployer sur plusieurs plateformes et ça supporte aussi Dino et Bun en alternative à Node.js. Si vous aimez ça, vous voulez, c'est cool. Dernière chose, je l'ai évoqué rapidement. Alors c'est encore expérimental, et puis ça a eu son histoire un peu bizarre. En gros, Brandon, là, sur Twitter, il est venu avec une nouvelle fonctionnalité pour Analog, en disant, voilà, vous allez faire des fichiers .ng avec une syntaxe particulière, sauf que les gens sur Twitter, ayant un peu du mal avec la compréhension de texte, ils n'ont pas compris que ce n'était pas Angular qui proposait ça. Donc il y a eu confusion, la fonctionnalité a été revert d'Analog, puis elle est revenue sous le petit nom de fichier .analog. Et en quoi ça consiste? Ça, c'est un composant Angular. Vous allez faire vos fichiers, plutôt que ce soit des fichiers .ts, vous allez faire des fichiers .analog, dans lesquels vous mettez des balises template. Et ici, j'ai le contenu de mon composant. Je vous laisse digérer un peu l'information pour ceux qui connaissent comment on fait des composants Angular. Ça simplifie pas mal. Puis pour ceux qui ont fait du Vue.js, ça doit vous dire des choses un peu. Comment ça s'utilise plus en détail? On va vouloir mettre du code. On ne fait pas que du templating avec Angular. En fait, vous allez pouvoir mettre une balise script aussi dans ces fichiers analogues en déclarant quel est votre langage. Ici, TypeScript. Ici, j'utilise un signal counter, donc le petit exemple de base incrémenté, décrémenté. Ces fonctions-là, c'est ce que vous auriez mis en fonction publique sur votre classe de composants avec du Angular natif. Et dans votre template, du coup, vous pouvez appeler vos méthodes incrémente, décrémente.
Le style de votre composant, derrière, vous pouvez le gérer avec une balise style. On peut aller encore plus loin, et puis en fait, quand vous voyez ce truc-là, il va manquer un truc. Dans mon décorateur component en Angular, je déclare quand même d'autres choses, des imports, etc. Donc voilà un exemple un peu plus avancé. Ici, on va retrouver notre balise script dans laquelle on va mettre tous nos imports, notamment ici des dépendances à JSON Pipe ou au client HTTP. Chose un peu particulière, je vais pouvoir importer, alors du coup j'ai oublié de renommer mes exemples, mais vous le faites mentalement, les .ng, je vais pouvoir importer d'autres fichiers .analog, hello, highlight, doubled, etc. Et vu que c'est dans ces fichiers-là, comme je vous ai dit, dans les fichiers de page, on exporte par défaut. Ici, on fait un import par défaut. Il n'y a pas d'accolade. Et c'est ce qui a été exporté par défaut qu'on va retrouver dans ces variables-là. Ce qu'il y avait dans mon décorateur component, je vais pouvoir le redéfinir, les métadatas de mon composant, avec cette petite méthode utilitaire, define metadata. Donc le sélecteur, les différents imports quand je suis en standalone. Et ici, typiquement, là, on va retrouver l'exemple du counter. Ça, c'est ce que vous auriez eu en attribut interne de votre classe de composants. Ici, on les déclare juste dans notre partie, dans notre bloc TypeScript. On retrouve mes méthodes incrémente, décrémente. Et par exemple, si vous voulez faire du onInit ou onDestroy avec analog, dans cette manière d'écrire des componentes, vous déclarez vos méthodes comme ça, avec l'utilitaire onInit. Et dans mon template, je retrouve l'utilisation. Notez que c'est la syntaxe de ce que j'ai importé par défaut. Vous voyez le composant hello, là, ligne 50. Ça n'utilise pas vraiment le sélecteur, c'est le nom de ce que je lui ai donné quand je l'ai importé. Donc, c'est un peu particulier. Et puis, enfin, on retrouve notre style. Bref, Vue.js a appelé, ils veulent la manière d'écrire des composants, c'est la leur, rendez-leur. En vrai, c'est trop bien. Souvent, une critique qu'on fait donc au single file component, c'est oui, la séparation des responsabilités, des préoccupations. Les gens qui utilisent ça pour critiquer la partie single file, je ne pense pas que vous compreniez que la séparation des responsabilités, ça ne concerne pas les responsabilités techniques. On s'en fiche de séparer la structure HTML, le CSS, le JavaScript. La séparation des responsabilités, c'est du comportement de votre composant. Donc que tout soit ensemble dans le même fichier. Personnellement, je trouve ça mieux. Et surtout, ça fait de la colocation de code. C'est-à-dire que si vous n'allez pas chercher dans plusieurs fichiers, tout ce qui change de votre composant, généralement, si vous allez changer la structure HTML, vous allez toucher à votre style et à votre JS en même temps. C'est bien plus simple d'avoir tout ça dans le même fichier. Au-delà d'analogue, même sans utiliser la syntaxe particulière, vous pouvez déjà faire des single file components en Angular. Je trouve ça bon, personnellement. Mangez-en. Tout ça, ce format d'écriture de composants avec analogue, c'est encore expérimental. Donc bon, vous pouvez tester, c'est peut-être encore amené à bouger. Mais du coup, il faut l'activer dans votre configuration vite, du coup, pour que ça change. En conclusion, moi je trouve ça super étonnant, assez rafraîchissant en fait, quand on a fait l'Angular. En plus de tout ce qui se passe avec les nouveautés d'Angular, il y a des choses qui bougent aussi à côté, basées là-dessus. Je vous encourage vraiment à tester Analog, il y a plein de petits trucs sympas. C'est vraiment une expérience de développement, développeur expérience, venant qui commence à être un peu la même, venant de Vue, de Nuxt, de Next.js, etc., qui est agréable. Ça fait pas mal de... Alors, un petit point quand même que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre tous ces méta-frameworks, du coup, qui font tous un peu les mêmes features. Je trouve ça vachement intéressant, notamment c'est un peu un côté tour de Babel inversé, quoi. On est en train de se rendre compte que finalement, avoir les mêmes concepts, parler les mêmes langages, c'est plutôt bien. Bref.
Du coup, à retenir, Analog, c'est quoi? Combinaison d'Angular, de Vite, de Nitro pour le serveur. Ça nous fait pas mal, ça fonctionne pas mal sur des conventions. Ça nous fait moins de configuration à faire. Explicitez vos conventions. Ayez une petite doc n'importe où dans votre projet disant voilà les conventions qu'on suit, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver. Si vous êtes tout seul à suivre une convention aussi, c'est pas une convention. C'est une règle de discipline que vous appliquez à vous-même et qui embête vos collègues. Donc, ça doit être les conventions doivent être dans votre onboarding. Dire, va lire la doc d'Analog, voilà comment ça fonctionne. Ne croyez pas, y allez pas comme des bourrins dedans. Deuxième petit truc sur ma conclusion, les abstractions. Là, on est vraiment dans des couches d'abstraction, sur des couches d'abstraction, etc. C'est bien, c'est encore mieux quand on sait de quoi on s'abstrait. Là, je vous ai montré, on s'abstrait du routage Angular, on s'abstrait de plein de trucs, mais voilà. Quelques cas d'usage où Analog.js est intéressant, est vraiment intéressant. C'est quand vous avez déjà une base de code en Angular et que vous voulez faire du SSR ou utiliser tous les contenus Markdown. Quand vous avez déjà évidemment des connaissances en Angular, là c'est super intéressant. Si vous n'avez pas ça, franchement, utilisez autre chose. Ça reste encore expérimental, que ça soit Vue plus Next, React plus Next. Au final, peu importe le flacon, on a les mêmes solutions. Pour finir sur les cas d'usage, pour des petits sites techniques, vraiment, si vous avez une grosse appli Angular et que vous voulez faire un site de documentation technique avec des diagrammes, avec des exemples de code, c'est parfait. Vraiment, c'est le cas d'usage idéal pour moi, c'est ça. Ou des sites à fort contenu texte, et où j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de contributions régulières pour changer les textes, etc. Là, le côté, je fais tout en Markdown, je fais de la doc as code dans mon Markdown, dans Git, pareil, c'est parfait. Ça permet de se concentrer sur le contenu. Sur ce, j'ai fini. J'ai 3 minutes pour les questions, s'il y en a. Et je vous remercie. Vous pouvez me laisser un petit feedback.